C'est donc en effet les grandes lignes de ma thèse que j'ai eu envie de vous présenter aujourd'hui, parce que d'une part, c'est évidemment ce dont je peux le plus facilement parler, mais aussi d'autre part, assez étrangement, j'en ai encore assez peu parlé publiquement, mis à part au moment de ma soutenance évidemment. Bien sûr, présenter une thèse en 45 minutes oblige à faire des coupures monstrueuses, surtout dans le détail des analyses pour mon cas. Mais au gré de vos questions et possiblement de vos objections, j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur certains points que j'aurais trop rapidement esquissés, alors je compte sur vous. Dans l'état actuel de l'imaginaire social occidental, la souffrance de l'enfant fonctionne comme un oxymore axiologique, qui condense et qui sémiotise des oppositions fortes entre la vulnérabilité des faibles et la violence des forts, entre l'idéal du bien individuel et collectif et la réalité brutale des intérêts privés, ou pour le dire plus rapidement, entre l'innocence et la cruauté. Aucun raisonnement ne parvient à rendre raison de la souffrance de l'enfant, si bien que cette figure provoque un état de sidération dont on mesure quotidiennement l'efficacité rhétorique. C'est certainement la puissance affective de cet oxymore axiologique qui explique sa grande disponibilité argumentative. On le trouve en effet mobilisé dans un très grand nombre de discours, où il sert le plus souvent d'argument pathétique, que ce soit dans une allocution politique, dans un discours publicitaire, dans un fait divers, voire même dans un essai scientifique. En ce sens, on peut dire que le motif de l'enfance malheureuse constitue un topos au sens aristotélicien, puisqu'au prix de discours argumentatifs plus ou moins laborieux, toute cause est potentiellement défendable au nom de l'enfance et de son bien-être, et à l'inverse, toute dérive est potentiellement condamnable en raison des malheurs qu'elle risque de faire subir aux plus innocents. Naturellement, la littérature n'est pas en reste. L'enfance malheureuse est de longue date un motif travaillé par la fiction romanesque, et il suffit de penser au nom d'Oliver Twist, de Cosette, de Gavroche, de Rémi sans famille pour s'en convaincre. En vérité, la présence de figures enfantines malheureuses détermine un très très vaste corpus, qui va d'ailleurs grandissant depuis les années 80. On trouve deux explications à cette recrudescence de figures enfantines dans la littérature contemporaine. Il y a d'abord l'explication que j'appellerais l'explication sociocritique, qui lie ce phénomène de recrudescence aux mutations récentes de l'imaginaire social occidental. En effet, jamais l'enfant a fait l'objet d'autant de soins et d'autant d'attention qu'aujourd'hui. D'ailleurs, l'expression « enfance heureuse » est en passe de devenir un pléonasme, et le droit à cette enfance heureuse s'est progressivement imposé comme un impératif démocratique. Puisque l'intensité de la détresse qu'on ressent devant l'enfance bafouée est exactement à la mesure de l'idéalisation de cette enfance, on peut dire que notre époque éprouve une profonde horreur devant le scandale que constitue aujourd'hui l'enfance malheureuse. Aussi intolérante à la souffrance qu'elle est fascinée par les victimes, notre sensibilité a récemment promu l'enfant souffrant au rang de martyr paroxystique, et cette fascination explique sans aucun doute la quantité de récits qui en font leur thème. Il y a ensuite l'explication que j'appellerais l'explication d'histoire littéraire, qui permet d'envisager la présence accrue des personnages d'enfants souffrants, en lien cette fois avec les mutations qu'a connues la littérature française depuis les années 80. Les dernières avant-gardes modernes manifestaient un soupçon radical à l'égard des modes consacrés de représentation, et en conséquence, ils revendiquaient la clôture de leurs textes, c'est-à-dire le verrouillage des enjeux de leurs objets dans des dispositifs formels très élaborés, mais dénués de toute référentialité ouverte sur le monde. En un mot, des textes qu'on a dit intransitifs, comme on dit aussi des verbes qui sont intransitifs quand ils ne s'appellent pas de complément d'objet. Un virage s'amorce à partir des années 80, en raison, entre autres, du sentiment que la grande marche des avant-gardes s'est épuisée, qu'elle a été réduite à la fin des années 70 à n'être plus rien d'autre, finalement, qu'une tradition de la nouveauté. Cet épuisement de la logique de rupture qui dynamisait auparavant les avant-gardes modernes se conjugue aussi avec un appel du réel lui-même, dont aucun discours ne semble plus tout à fait capable de rendre un compte satisfaisant. Sous l'effet conjugué de la faillite des grandes idéologies au service de valeurs humanistes et aussi de la défection donc de ces programmes idéologiques qui partageaient le monde depuis plus d'un siècle, la société contemporaine et ses mutations rapides et profondes, comme on le sait, ont peu à peu acquis une opacité nouvelle que les sciences humaines ne sont plus tout à fait capables d'atténuer. C'est ce que Dominique Viard appelle la pression du monde, qui engage la littérature à renouer avec le réel et à renouer avec la représentation, c'est-à-dire à se redonner des objets et donc à redevenir transitive. En somme, et pour revenir aux enfants malheureux,
Si on admet qu'à partir des années 80, la littérature française trouve à renouveler son rapport au réel sous l'effet de la pression du monde, on peut alors faire l'hypothèse que cette pression du monde s'exerce avec d'autant plus de force lorsqu'elle est incarnée par la figure de l'enfant souffrant. Bon, bien sûr, l'explication que j'ai appelée sociocritique et l'explication d'histoire littéraire sont très étroitement liées, et on verra plus tard sur quel fondement repose cette corrélation. Mais avant, il faut encore dire quelques mots du corpus rassemblé par le critère de la présence de l'enfant souffrant. Donc, il y a deux choses qui, à mon sens, caractérisent ce corpus. D'abord, son éclectisme. On a vu que, d'un point de vue rhétorique, le topos de l'enfant souffrant était extrêmement malléable et donc mobilisable dans une très grande variété de discours et à l'appui de toutes sortes d'argumentations. Suivant le même principe, on retrouve aussi le motif de l'enfant souffrant dans des récits de factures et de thèmes extrêmement différents qui recouvrent finalement à peu près exactement toutes les avenues que prend aujourd'hui la littérature, de la plus populaire à la plus exigeante, de la plus classique à la plus originale, et même en passant par des romans soumis à une codification un peu plus forte, et là je pense en particulier aux romans policiers ou à la veine du néopolar. Donc la variété de ces récits, comme celle des discours qui sont tenus par ailleurs, ne cesse pas facilement systématisée, mais malgré ça, une constante est toutefois perceptible, et c'est la deuxième caractéristique de ce corpus. De par sa malléabilité argumentative et de par ce qu'on pourrait appeler sa souplesse romanesque, la représentation de l'enfant finit toujours par désigner autre chose qu'elle-même, un enjeu qui la dépasse. Dans la littérature contemporaine, la souffrance de l'enfant s'intègre avec autant de fluidité et même avec autant d'évidence dans une relecture des atrocités du dernier siècle, dans une enquête aux sources d'un moi intime fracturé ou encore dans un tableau critique de la société contemporaine. Parmi tous ces récits contemporains qui instrumentalisent en quelque sorte la souffrance de l'enfant, certains ont ceci de particulier que la chose qu'ils atteignent, la chose qu'ils désignent par la représentation de l'enfant n'est pas, ou alors pas seulement, un enjeu qui est extérieur au texte, mais bien le texte lui-même. Ses critères de possibilité, ses caractéristiques linguistiques, stylistiques, narratives, sa portée pragmatique. Pour les auteurs de ces textes, l'enfance souffrante, avant même de pouvoir être dénoncée, doit encore trouver les moyens d'être énoncée. Et en d'autres termes, dans ces textes, la souffrance de l'enfant engage une réflexion métadiscursive sur la transitivité, évidemment aussi sur ce qui l'entrave, sur tous ces écueils qu'on désigne avec une série de termes en un, indicible, incommunicable, inexprimable, innommable, ineffable, etc. Donc, plus que la représentation littéraire de l'enfance souffrante, c'est cette déflexion vers une forme d'autotélisme qui m'a véritablement intéressée dans ma thèse. Mais on verra plus tard que cet autotélisme est loin de constituer un repli narcissique du texte sur lui-même, et au contraire, il constitue le socle épistémologique d'un discours sur le monde contemporain. Et d'ailleurs, non seulement ce discours émerge au moyen d'une pratique d'analyse sociocritique, mais il dialogue avec la sociocritique prise cette fois elle-même comme discours. Dans le corpus plus restreint des textes qui opèrent cette déflexion, j'en ai retenu 6, dont Pierre en a déjà nommé 3. 6 qui m'ont paru à la fois suffisamment contrastés et aussi suffisamment complémentaires pour dresser un portrait à peu près fidèle des moyens et des significations de cette déflexion de la représentation de la souffrance de l'enfant vers une réflexion sur les pouvoirs et les limites du langage et de la littérature. Donc, je vous propose qu'on survole rapidement chacun de ces textes et à partir des extraits que je vous ai soumis en exemplier, je ne sais pas s'il y en a assez d'ailleurs ou si vous pouvez vous rassembler en binôme. Donc, à partir de l'exemplier, qu'on voit ensemble comment fonctionne cette déflexion de la représentation de l'enfant vers le problème de son énonciation et de sa mise en discours. Alors, d'abord, L'enfant éternel de Philippe Forest. Philippe Forest est professeur de littérature comparée, et ça se sent, parce que ses récits sont toujours très, très proches de l'essai. Dans L'enfant éternel, qui est le texte qui marque son entrée en écriture, enfin en écriture littéraire, il raconte la maladie puis la mort de sa fille de 4 ans, en s'attachant tout particulièrement aux conséquences qu'ont eu ces événements traumatiques sur sa conception du langage et de la littérature. Donc, dès le début du récit, le narrateur reconnaît qu'il cherche à transposer le drame qu'il vit dans l'univers des mots, un univers qui lui est plus familier. C'est ce qu'il dit à l'extrait 1. Je transfère l'expérience nue sur laquelle je ne peux rien dans l'univers plus familier de phrases et de pages qui est le mien.
Je me donne l'illusion de pouvoir habiter le territoire inchangé de ma vie quand tout se joue si loin des mots. Je n'écris pas, mais pour ne pas me perdre dans l'abîme vide de sens du réel, je fais déjà semblant de croire que la maladie est un récit. À mesure que le récit et que la maladie de sa fille progressent, cette familiarité des mots et du récit ne suffit plus à apprivoiser l'horreur et, en quelque sorte, à conjurer son désespoir. Le narrateur se rend progressivement compte que le langage est lui aussi atteint par la maladie et par la mort de sa fille. Et les mots ne peuvent plus constituer pour lui un refuge parce qu'ils sont rendus eux-mêmes vides de sens, creux et impuissants. C'est donc une double perte qui est racontée, puisque le deuil de sa fille s'entrelace à la prise de conscience du délitement progressif des moyens de la parole devant le scandale de la souffrance de sa fille. Donc, dans l'exemplier, les citations 2 sont quelques exemples de ces moments où le narrateur prend la mesure de ce que le réel a fait au langage. C'est des moments où il réalise aussi en retour que ces mots, qui sont désormais amputés de leur sens, le privent également d'un contact authentique avec le réel. Donc, je vous lis les citations en deux. On ne sait pas les mots qui diraient les dents de douleur et leur travail patient sur les nerfs, leur morsure et le bras qui enfle mentalement pour prendre des proportions d'agonie. Il n'y a plus de mots pour dire ce que vous éprouvez, et si les mots manquent, alors se dérobent avec eux les sentiments ordinaires que, dans la vie des autres, ils servent à nommer. On ne sait plus voir les fleurs parce qu'on a oublié leur nom. La magie se défait et il ne reste plus qu'un fouillis de couleurs et de formes, enfoui dans le verre. Faute de mots, la figure du monde s'en va brouillée de myopie. En étant ainsi soumis au contact d'un réel qui excède largement les mots, Philippe Forest est conduit à réfléchir à ce que le langage, et par-delà le langage, la littérature, peuvent ou ne peuvent pas faire devant le scandale, ou comme il appelle, l'impossible. C'est la citation 3. Quand nous nous sommes rendus à la consultation qui suivit le scanner, nous nous attendions à heurter de plein fouet un mur dressé, à rentrer dans l'impossible. Non pas l'impossible tricheur dont j'avais entendu parler dans les livres et qu'exploitent de poème en poème toutes sortes d'imposteurs lettrés. Non, quelque chose de beaucoup plus tangible, comme le moment de dégoût où il faut expliquer à une fille de 4 ans qu'elle ne vivra plus, où il faut dire malgré tout une vérité pour laquelle aucun langage n'a jamais été pensé. Donc, une autre phrase du texte résume assez bien la conclusion des réflexions de Philippe Forest. Elle apparaît au milieu du récit, dans une formule assez lapidaire et particulièrement désespérante. Les mots n'ont de pouvoir véritable qu'à condition de mettre à nu leur fondamentale impuissance à réparer quoi que ce soit du désastre du monde. Ensuite, Viol de Daniel Salnave. C'est une fiction entièrement dialoguée qui rapporte les conversations qu'ont eues deux femmes, l'une interrogeant l'autre au sujet de la condamnation de son mari pour viol incestueux. La 4e de couverture annonce que la femme interrogée, Mado, tente de dresser un fragile barrage de vérités contradictoires contre ce mot unique et terrible, viol. Or, plus le dialogue avance, plus on comprend que les problèmes d'énonciation qui entourent effectivement le mot viol et le récit des événements qui se rapportent, ces problèmes d'énonciation prennent leur source, non pas là où on pourrait d'emblée le présumer, pas dans les usages sociaux de la parole, la bienséance, la retenue, ni dans les affects provoqués par l'objet du discours, la gêne, la honte, la culpabilité, le désarroi. Mais c'est plutôt dans un profond conflit axiologique qui empêche les deux femmes de parler, ou à tout le moins de parler d'autre chose que justement de leur difficulté à communiquer et à se comprendre mutuellement. Donc vous avez dans l'exemplier quelques extraits qui montrent le genre de problème d'énonciation à l'œuvre, problème qui fonctionne à partir de phénomènes d'autonymie et de boucles méta-énonciatives, c'est-à-dire des phénomènes discursifs où les mots sont désignés en tant que signes linguistiques et où leur transitivité fait l'objet d'un commentaire entre les deux interlocutrices. Donc, ces citations qui sont en 5. Vous supposez quand même, et je vous dirais que je préfère vous entendre dire ça, qu'elle aurait été choquée, bouleversée si les choses étaient allées, disons, très loin. En tout cas, j'en mettrais ma main au feu qu'à cette époque-là, il n'y avait pas eu grand-chose. Pas grand-chose, c'est toujours trop, non? Lucien n'avait rien fait avec elle de vraiment... Enfin, il n'avait certainement pas dépassé certaines bornes. Vous dites qu'il n'avait rien fait avec elle, mais quoi que ce soit, on ne peut pas dire que ce soit avec elle. Elle n'avait rien choisi, elle. Vous ne supposez tout de même pas qu'elle aurait pu être d'accord, du moins jusqu'à un certain point, qu'elle aurait été prête à accepter certaines choses, des baisers, des caresses. Donc l'intervieweuse, Sophie, tient à ce que les choses soient toujours désignées par leur nom, dans l'espoir de parvenir avec Mado à une certaine forme de catharsis. Mais Mado, elle refuse d'employer le mot viol,
pour désigner les actes que son mari a commis sur sa fille, non pas sur le coup d'un tabou lexical, mais bien plutôt parce que pour elle, le mot viol est impropre à nommer convenablement la relation incestueuse qui s'est effectivement nouée entre sa fille et son beau-père. Ça, selon elle, sa fille aurait été parfaitement consentante. Dans ce qui finit par apparaître comme un triangle amoureux particulièrement glauque, la Lolita de banlieue tiendrait plutôt le rôle de la maîtresse fourbe que celui de la victime innocente. Donc, à l'égard de l'imaginaire social contemporain et en particulier à l'égard des convictions fortes qu'on a aujourd'hui concernant l'enfant et concernant son statut de victime paroxystique, la position de Mado est évidemment paradoxique. La force avec laquelle on adhère collectivement à certains axiomes de l'imaginaire social rend proprement innommables les thèses qui lui sont hétérodoxes, ce qui dévie de l'épicentre doxique trouve pas les mots pour être dit, puisque c'est l'idéologie qui assigne et qui active les sèmes lexicaux, ou au contraire qui les met en veille. Donc, je reprends ici une idée de Marc Angenot, qui affirme, je cite, « L'interaction des discours, les intérêts qui les soutiennent, la nécessité de penser collectivement la nouveauté historique produisent la dominance de certains faits sémiotiques, de forme et de contenu, surdéterminant globalement l'énonçable et privant de moyens d'énonciation l'impensable ou le pas encore dit, qui ne correspondent aucunement avec l'inexistant ou le chimérique. » Donc, en gros, c'est ce qui arrive à Mado. Sa version des faits, qui est éminemment paradoxique, ne trouve pas les mots pour être dites, et les répliques de Mado témoignent toujours de cette difficulté à nommer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est s'opposer au mot viol, et faute de meilleurs mots, se retrancher dans un procès de domination qui n'est jamais achevé, sinon par une espèce de peau de chagrin pronominal, où les pronoms finissent par être suffisamment lexicalisés pour prendre en charge la nomination. Dans l'exemplier, je vous ai mis 2 répliques de Mado qui constituent dans tout le texte ce qui s'apparente le mieux à un aveu, à une catharsis, et vous allez voir à quel point c'est déceptif. C'est des citations qui sont en 6. Il a fini par céder. Il disait qu'il y avait eu ci et ça. Là, il reconnaissait. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est ça. Il y a eu quelque chose, oui, je ne le dis pas, mais savoir quoi exactement. Il est peut-être retombé ensuite une fois ou 2 encore, mais c'est tout. Voilà la vérité. Bref, on peut dire que le roman Viol explore par la négative l'adage de Boileau. Ce qui ne se conçoit pas bien ne s'énonce pas clairement, et les mots pour le dire n'arrivent pas aisément. Toute la virtuosité stylistique du texte de Salnave repose donc sur ce pari qui consiste à faire tenir le silence dans la parole, à faire tenir l'innommable dans le langage lui-même. Clément Gamine, maintenant, d'Emmanuel Pagano, c'est un roman polyphonique où 4 narratrices racontent tour à tour le drame vécu par un 5e personnage, une élève du primaire que ses camarades de classe ont quotidiennement violée de leur petite main gamine. Ça s'est passé pendant toute une année scolaire. Le récit est narré 30 ans après les faits, des faits qui n'ont jamais été dénoncés. Ceux qui, à l'époque, ont fait semblant de ne pas voir et surtout de ne pas entendre les plaintes de la fillette subissent aujourd'hui des problèmes d'audition assez étranges. Quant à la victime, elle est bien sûr elle aussi devenue adulte et elle exorcise aujourd'hui le crime de son enfance dans une prose qui est décrite comme violente et déconstruite, mais à laquelle, comme lecteur, on n'a jamais accès. Le dispositif du roman d'Emmanuel Pagano a ceci de particulier qui croise des narrations toujours obliques pour donner à ressentir toute la force du silence et des non-dits qui sclérosent le petit milieu rural dans lequel l'histoire trouve son cadre. Donc, voilà, je vous ai mis un extrait de la 3e partie qui est narrée par l'institutrice, l'ancienne institutrice de celle qui a subi donc les viols par les mains gamines. Donc cette institutrice, elle est maintenant évidemment sourde et vieille. Elle est parquée dans une ancienne école, dans l'ancienne école en l'occurrence, qui a été depuis transformée en maison de retraite. Donc la citation 7. « Je voyais sa bouche à l'intérieur essayer de faire des bulles. Elle parlait pour ne rien dire, disaient mes collègues. Elle aurait voulu dire autre chose, mais comment parler à travers une vitre maçonnée, cristaux par cristaux, par des gestes répétés chaque jour, des agressions accumulées, quotidiennes, s'agglutinant et coagulant autour d'elle. De la buée à peine quand elle soufflait, quand elle murmurait non, quand elle disait non, quand elle criait non, quand elle voulait dire non, quand elle ne pouvait plus le dire, quand elle ne le disait plus non. De la buée quand elle soufflait pour supporter. Heureusement, elle soufflait, respirait et rouspétait souvent. La coquille faisait un bruit étrange quand je la frôlais, un son mat et si menu.
On aurait pu imaginer que les bavardages des autres avaient juste changé de tessiture. Je tendais l'oreille. Je n'étais pas sourde encore. Elle s'était emmurée vivante et en transparente. Elle s'agitait tout le temps, sans parvenir à sortir d'elle-même. Elle voulait littéralement s'éclater. Cet extrait est vraiment un condensé du récit. Sur le plan thématique, on y trouve la triade qui constitue le nœud du texte, le non-dit, celui de l'institutrice qui savait ce qui se passait mais qui n'a rien dénoncé, la surdité, qui apparaît comme une sorte de fatalité, l'espèce de rançon de l'indifférence muette que l'institutrice a manifestée devant les agressions, et bien sûr le silence, celui de la fillette, qui n'a pas pu protester aux attouchements et qui s'est trouvée comme emmurée dans une forme de mutisme qui est figurée dans l'extrait par une paroi vitrée qu'elle chercherait en vain à fracasser. Donc, dans un entretien, Pagano justifie ses choix narratifs en expliquant qu'une énonciation trop directe du traumatisme aurait en quelque sorte émoussé son caractère inouï et aurait affaibli sa charge pathétique. Elle explique, et là je cite Pagano en entretien, elle explique que la forme du livre est née de la nécessité d'aborder le nœud en tournant autour, sans l'affronter directement, pour ne pas en réduire la brutalité, la gravité. Le viol est trop banal et banalisé. Et en effet, le dispositif mis en œuvre par Pagano dans Les Mains gamines est vraiment conçu pour tourner autour du thème sans jamais l'aborder frontalement. Donc, en plus de l'espèce de ronde des narratrices autour d'un secret qui ne les concerne jamais directement, le texte lui-même est présenté comme une reformulation d'un récit qui n'arrive jamais vraiment à prendre forme, et cette reformulation s'avère tout aussi insatisfaisante que les précédentes. Là, je m'explique. Le récit s'ouvre et se clôt par la même phrase « Non, c'est pas ça, recommence », qui donc indique cette reformulation incessante. Dans une espèce de retournement métaleptique, tout le roman finit par être contesté, parce qu'il constitue rien d'autre qu'une des tentatives insatisfaisantes d'une écriture qui est vouée à buter perpétuellement sur le même indicible. Tom est mort, maintenant. Tom est mort de Marie Darrieussecq est un roman narré à la première personne, où une mère endeuillée relate non pas les circonstances de la mort de son fils, comme le titre nous le laissait croire, mais plutôt la rupture que cet événement a provoqué dans son être, dans sa perception du monde et du temps, et surtout dans son rapport au langage. Dès les toutes premières phrases du roman, la mort de l'enfant est déplacée dans le domaine de l'écriture. C'est la citation 8 et c'est l'incipit du texte. « Tom est mort, j'écris cette phrase ». L'enjeu du roman est entièrement contenu dans l'acte énonciatif sur lequel repose l'affirmation « Tom est mort ». Le problème de la narratrice est de faire tenir cette phrase devant un réel qui est rendu opaque et insensé à cause justement de ce que cette phrase désigne, à cause de la mort de Tom. Comme chez Forrest, la langue pour la narratrice de Tom est mort lui semble inadéquate et inappropriée pour parler de la mort de Tom et de tout ce qui l'entoure. Pour la narratrice, le mot « deuil », par exemple, ne paraît pas suffisant. Il lui semble trop usé pour dire avec toute l'acuité nécessaire l'ampleur de sa détresse. Et c'est l'extrait 9. « On m'a souvent servi le mot « deuil » donc, mais je ne m'en contente pas. Que ça soit contenu dans un mot qui entre dans le dictionnaire, un mot que chacun peut utiliser. Je voudrais un mot à moi, un mot pour moi seul. On devrait, quand on perd Tom, pouvoir entrer dans un nouveau vocabulaire. On devrait se voir délivrer un dictionnaire à soi dans une nouvelle langue. Stuart, qui est donc le mari de la narratrice, Stuart dit que je suis obsédée par les mots. Ce n'est pas tant qu'il faudrait un nouveau mot, bien qu'un mot spécifique pour ce deuil-là serait déjà un peu de soulagement. Je veux bien ne pas en demander plus que ceux qui se contentent des mots perte, chagrin, épouvante ou deuil, mais qu'il nous soit permis, à nous les endeuillés, de les réserver à notre seul usage. Qu'on ne vienne pas me parler de chagrin pour la mort d'un chien, sauf si on a 4 ans et demi. Que les mots restent neufs, à disposition, qu'on n'ait pas à les exagérer, à les renforcer, à les faire précéder de grands, de immenses, parce que ça ajoute à la fatigue et à l'impuissance. Donc, dans ces troubles de langage, la narratrice va d'abord exprimer sa détresse par un cri d'aimant, avant de se murer dans une aphasie profonde. Le cri, l'aphasie, c'est deux façons tout aussi extrêmes l'une que l'autre d'exprimer une douleur sans s'en remettre au langage. Le silence total qu'elle va garder pendant plusieurs mois finit par devenir une langue en elle-même, une langue alexicale si c'est possible. Elle croit entendre la voix de Tom dans le silence de l'appartement et elle lui répond avec sa langue mutique qui, dans sa folie, devient une espèce de nouvelle forme de communication.
C'est la citation 10. Moi, je disais des consonnes, tout ce qu'on peut projeter hors de sa gorge avec l'air seulement. Je m'efforçais. Et Tom me répondait dans la même langue lacunaire. Nous trouvions des mots qui n'étaient que du souffle. J'arrondissais la bouche en grand pour faire des hauts grimaçants et muets, et Tom prenait forme. L'air se propulsait, sphérique. J'entendais le son de l'air dans l'appartement et dans la ville, des cris de torturés à qui on a coupé les cordes vocales. Mais Tom était là, avec sa voix de spectre, et parfois sa voix d'avant, voyait les consonnes, et mon cœur explosait. Peu à peu, après cet épisode mutique, elle va regagner la parole, mais les mots qu'elle parvient maintenant de nouveau à prononcer ont à jamais perdu leur sens. Quelque chose s'est définitivement brisé. La langue trouvera, pour la narratrice, la langue ne va plus jamais retrouver sa transitivité d'avant la mort de Tom qui demeure malgré tout pour elle, et là je cite les mots du texte, comme une borne dans le temps, comme un avant et un après, comme un impact dans notre langue. Un petit viol maintenant de Ludovic de Groot. Jolie transition. Bon, c'est pas vous qui avez passé 5 ans avec ce texte-là. Hein. Alors, dans un petit viol, de Groot, bon, ça va pas s'améliorer. Hein. De Groot cherche à restituer le malaise qui l'habite depuis qu'il a été victime d'attouchement pédophile par un ami de la famille, 30 ans auparavant. Il était trop jeune au moment des faits pour en évaluer la portée, et il est maintenant trop suspicieux à l'égard du prisme de la mémoire qui déforme ses souvenirs. Si bien qu'il se trouve aujourd'hui comme coincé entre toutes les interprétations possibles d'actes qui demeurent pour autant inintelligibles pour lui. En particulier, il remet constamment en doute son statut de victime, soit parce que sa naïveté à l'époque l'a empêché d'opposer une résistance face à son agresseur, soit, et c'est vrai que c'est un petit peu plus embêtant, parce qu'il a tiré un certain plaisir de ses attouchements. Dans un petit viol, un peu comme dans Viol de Salnave, le flottement axiologique entraîne un problème lexical. De fragment à fragment, De Groot prend conscience que le mot « viol » est peut-être impropre à désigner sa blessure. Alors il s'efforce de trouver des solutions stylistiques qui lui permettraient d'assouplir la fermeté de la sémantique et surtout d'admettre une certaine part d'incertitude et de flottement dans la distribution des rôles que le mot « viol » impose habituellement, où on a toujours un violeur bourreau et un violé victime. Le titre « Un petit viol » est justement un de ces compromis stylistiques dont il donne la clé dans un fragment, c'est la citation 11. « Quand je lis le journal, je lis toujours les histoires de viol. 30 ans que je me demande si mon truc aussi ça tient du viol, si le mot est bon, si au fond ma responsabilité de tout ce qui est arrivé ne m'interdit pas de devenir victime. Moi aussi j'ai eu du plaisir, de quoi je ne peux pas être victime. Le piège est simple, c'est pourquoi j'ai intitulé ce récit Un petit viol. J'avais pensé à un viol sans importance, or c'est un peu long. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui inceste, tournante, violent, viole? Dans mon histoire, il n'y a pas d'agression, pas de coups, juste les gestes qui font jouir, fabriquent de la honte, vous polluent pour le reste du temps et vous forcent à vivre dans des voies si séparées qu'on se demande comment on pourra tenir en soi. Possible que ce soit moi qui ai pensé la violence là-dessus, je ne suis pas sûre qu'elle m'ait été livrée dès le départ. Autre titre possible, un viol par inadvertance, un viol par consentement mutuel. Dans l'expérience traumatisante de Groot, l'usage de la parole est très intimement lié au petit viol qu'il a subi. D'ailleurs, on finit par plus très bien savoir ce qui, de l'organe ou des mots, a été le véritable instrument du viol, et à l'appui, les citations que j'ai mis en 12. Ça marche des bites aux mots. Dans sa bouche, il y a ma bite et des mots. Je me rappelle les mots mieux que les bites. Dans ma bouche, il y a sa bite, je crois, mais pas de mots. Bite, queue, couille, vie, tous ces mots rentrent dans la bouche, je ne le savais pas. Mots parfois qui viennent trop tôt. En toute logique, un lien aussi fort et aussi inextricable entre le viol physique et l'emploi des mots se reporte bien sûr sur les fragments du texte. Le texte de Groot est partagé entre deux ambitions contraires, soit se servir de l'écriture pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs, pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, ou soit trouver le moyen d'exprimer son désordre intérieur sans tenter de l'expliquer, en gardant intacte l'impression de déroute que les attouchements ont laissée en lui depuis 30 ans. C'est finalement la seconde ambition qui va l'emporter, surtout parce que De Groot se rend compte qu'il n'arrivera jamais à comprendre ces événements et que leur sens lui échappera toujours. Le récit se clôt sur un constat à peu près aussi réjouissant que celui de Philippe Forest. Les mots ne m'aident plus. C'est vrai que les mots semblent lui nuire plus que l'aider, et c'est la raison pour laquelle il va expérimenter des modes alternatifs de signification.
Je vous en donne un exemple du genre de moyen que de Groot a trouvé pour exprimer sa souffrance sans s'en remettre seulement à la langue. Le récit de Groot a une particularité formelle qui est difficile à ignorer, hein, et que vous avez sûrement déjà tous remarqué. Il est entièrement rédigé en caractères minuscules. Donc, les fragments sont jamais ponctués et ils commencent jamais par une majuscule, pas plus que les noms propres. Donc, ce choix typographique ne sert pas seulement à mimer le flux de conscience ou à donner une impression d'immédiateté de l'écriture. L'emploi exclusif de minuscules trouve aussi une motivation sémiologique dans un fragment autonome. Rien n'est majuscule là-dedans, rien ne peut dépasser. Donc, les lettres minuscules prennent par iconicité une valeur signifiante en regard du petit viol. La typographie entretient une relation de similitude avec la volonté du narrateur de minimiser l'importance d'un événement dont il met en doute le caractère capital, pour filer la syllabus. Le cri du sablier, maintenant, pour finir, et je vous ai gardé le plus cinglé pour la fin. Alors, la démarche radicalement autofictionnelle de Chloé Delhomme prend sa source dans un traumatisme qui date de son enfance et qui fait la matière du cri du sablier. Un jour de juin, à son retour de l'école, la jeune Chloé assiste à une scène terrifiante, le meurtre de sa mère par son père, qui menace ensuite l'enfant avant de se suicider. Donc, cet événement est d'emblée transposé dans le vocabulaire, cette fois de la grammaire, et en particulier de la conjugaison, c'est la citation 13. Maman se meurt première personne, papa l'a tué deuxième personne, infinitif et radical. Chloé se tait troisième personne, elle ne parlera plus qu'au futur antérieur, car quand s'exécuta enfin le parricide, il fut trop imparfait pour ne pas la marquer. Ce traumatisme initial va engendrer dans la vie de Chloé une suite de malheurs dont elle détaille le récit dans Le cri du sablier. C'est sa démarche d'écriture qui va finalement apparaître comme un moyen de s'émanciper de ce traumatisme par un travail très particulier sur la forme. Elle va prendre d'énormes libertés de composition, surtout sur le plan de la langue, qu'elle pétrit, qu'elle travaille, qu'elle déforme pour forger un texte stylistiquement complexe et vraiment déroutant. La violence de son père ne s'est pas exercée directement sur elle, enfin il ne l'a pas tuée comme il avait menacé de le faire, mais elle s'est reportée sur les mots en les dénaturant et en les pervertissant. Et c'est l'extrait 14. « Tu m'as sali des mots, comme si ma robe d'alors ne fût pas suffisante. » Robe sur laquelle il y a des éclats de la cervelle de sa mère qui s'est reportée. Donc, comme si ma robe d'alors ne fût pas suffisante. Souillée au pu vocable connotation fébrile, tant de phonèmes burins. Décalcifier à vif la tiédeur de la langue. J'en ai rencontré d'autres, des pourrisseurs de mots, tout un tas dans ma vie, qui s'empressaient toujours de maculer bien fort une ou deux proies choisies. Ils le détournent souvent, le mot qu'ils dégueulassent, par une prononciation particulière, pour que le mot sonne faux quand il le rote souriant et quand à l'infini il sera rencontré. C'est une sorte de larcin qui mérite lourde peine, tant celle qu'il provoque est elle-même capitale. Articuler le mot après éclaboussage est dès lors difficile, il le mèche goulûment pour le dénaturer. Mon lexique fut pillé à tellement de reprises. Donc, devant ce langage dénaturé et perverti, la voie de sortie que trouve Chloé Delhomme consiste à refonder un nouveau rapport à la langue, un rapport qui ne peut plus reposer sur les règles habituelles de construction et sur les normes syntaxiques, pas plus que sur la sémantique réglée et les usages communs. D'ailleurs, cette langue normée et habituelle, elle lui paraît maintenant complètement étrangère, comme elle le dit dans l'extrait 15. Attention. Substantifique serait « trouvons le substantif, combien même adjectif ou onomatopée salvateur, à quoi bon cette langue m'est étrangère, cette langue pâteuse blanchie dans une bouche tétanique. Les mots comme on les lit, sans résonance interne, les mots comme on écrit. » Donc, le texte du Cri du sablier devient vite un laboratoire d'exploration poétique où elle va mettre au point cette nouvelle langue, une langue dans laquelle, avec laquelle elle entretient un rapport très concret, presque charnel, dans une prose qu'elle pétrit et qu'elle triture. Et on le voit bien dans la citation 16. Donc, ce rapport charnel est très concret avec la langue. Petite, les faits vécus étaient tant fictionnés que toujours le réel me semblait fabulette. Et si enfin la trame narrative se brisait? Et si enfin c'était moi qui déliais le fatum, prenant les paragraphes grumeleux à pleine main? Il serait alors facile, et même un peu léger, de parcourir les lignes sans vomir de douleur aux angles des points-virgules. Si le sable glissait au travers de mes doigts, la syntaxe ruissellera là où j'impose margelle. Sur l'ardoise en coulisses, la craie fondra peut-être. Et si rien ne s'efface, je pourrai barbouiller. La buée se fera dense sur la plaquette de verre, j'inscrirai mot à mot le putsch fait à l'ulcère.
Donc la prose déconstruite et volcanique de Delhomme répond à une exigence en réalité bien précise. Reporter dans le style la fracture que le traumatisme a provoquée dans l'ordre du logos, entendu comme la raison incarnée dans le langage. Dans une présentation qu'elle a faite au colloque de Cerisy sur l'autofiction, Chloé Delhomme décrit l'écriture du Cri du Sablier comme une expérience romanesque, c'est la citation 17. Expérience romanesque 02-2001. Le Cri du Sablier. Dire l'enfance équarrie en pratiquant le vers blanc parce que les asticots grignotent papa-maman. Faire que la syntaxe soit meurtrie à l'image du corps de l'enfant. Et en effet, le Cri du Sablier déconstruit toutes les rigidités lexicales, grammaticales, syntaxiques de la langue. Chloé Delhomme fait des collages de citations célèbres, de refrains populaires, mais en les passant tous à l'alambic de son laboratoire. Elle est très inspirée par les rythmes de la poésie et elle puise dans la sensualité musicale des mots, les ressorts d'assemblages rimés et mélodiques. Elle va trouver finalement dans l'expressivité du son le moyen de se soustraire à l'empire du sens. Si on veut trouver quelque chose de l'ordre de la catharsis dans cette démarche d'écriture, il faut alors admettre que c'est une catharsis qui se joue hors du logos et même contre lui, en quelque sorte l'envers d'une catharsis classique, au sens où l'entend Barthes à propos de Phèdre, par exemple. Donc, si on essaie de synthétiser maintenant, qu'est-ce que ces poétiques narratives ont en commun, à part le sentiment d'abattement qu'elles risquent d'induire chez le lecteur? Elles ont en fait beaucoup de choses en commun, et d'ailleurs des choses pas aussi déprimantes qu'on pourrait le penser, toute proportion gardée. En opérant cette déflexion de la représentation de l'enfant vers le problème de l'enfant souffrant, vers le problème de son énonciation et de sa mise en discours, ces poétiques narratives font porter le questionnement sur la transitivité avec laquelle la littérature contemporaine est en train d'essayer de renouer. Ces poétiques narratives vont tester cette transitivité, vont en interroger ses conditions de possibilité et ses limites, et vont en explorer les moments justement où la transitivité risque de déraper. Elles vont inviter à considérer à la fois donc, ce que la langue fait au réel, mais aussi ce que le réel fait à la langue. Aucun de ces récits cède au fantasme thérapeutique d'une parole parfaitement libérée et parfaitement libératrice, une parole par laquelle le trauma trouverait à s'apaiser, une parole par laquelle l'indicible et l'innommable seraient enfin parfaitement énoncés. Au contraire, chacune de ces poétiques narratives est dynamisée par une injonction contradictoire. La souffrance de l'enfant constitue un scandale au sens le plus fort du terme, un scandale qui requiert une parole, qui demande à être dit, qui demande à être dénoncé, puisque devant lui, le silence est coupable. Sauf que ce scandale est non seulement celui de la souffrance de l'enfant, mais derrière la souffrance de l'enfant, c'est aussi celui de l'absence d'explication, de l'absence d'un sens à donner à cette souffrance. Cette défection de la rationalité atteint le logos et récuse alors les moyens linguistiques par lesquels le scandale pourrait être justement énoncé. D'ailleurs, l'étymologie du mot scandale, qui vient du latin scandalum, désigne précisément la pierre d'achoppement, c'est-à-dire ce qui fait trébucher la foi, ce qui fait trébucher la raison, et ici ce qui fait trébucher le logos et la langue. Ces récits sont donc dynamisés par ce que j'ai proposé d'appeler l'impossible catharsis du scandale, qui consiste à signifier que quelque chose doit, mais ne peut être dit. Donc ce paradoxe de l'impossible catharsis du scandale n'est pas propre aux écritures de l'enfance malheureuse, mais il caractérise globalement toutes les écritures de la souffrance depuis à peu près un demi-siècle. Il prend sa source dans l'imaginaire du scandale par excellence, de la souffrance la plus marquante que l'Occident ait connue récemment et qui a évidemment profondément marqué les sensibilités. Je parle bien sûr de la Shoah. Devoir mais ne pas pouvoir dire, c'est déjà ce que voulait signifier Adorno avec sa célèbre phrase qui a malheureusement été trop souvent mal citée et au sujet de laquelle il a par la suite dû s'expliquer. Je cite Adorno. J'ai dit un jour qu'après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de poèmes, et cela a donné lieu à une discussion à laquelle je ne m'attendais pas lorsque j'ai écrit cette phrase. Je suis prêt à concéder que, tout comme j'ai dit qu'après Auschwitz, on ne pouvait plus écrire de poèmes, formule par laquelle je voulais indiquer que la culture ressuscitée me semblait creuse, on doit dire par ailleurs qu'il faut écrire des poèmes, au sens où Hegel explique dans l'esthétique que, aussi longtemps qu'il existe une conscience de la souffrance parmi les hommes, il doit aussi exister de l'art comme forme objective de cette conscience. Devoir, mais ne pas pouvoir dire la Shoah, c'est aussi un paradoxe qu'on trouve chez Maurice Blanchot dans Le Pas au-delà. Que le fait concentrationnaire, l'extermination des Juifs et les camps de la mort où la mort continue son œuvre, soit pour l'histoire un absolu qui a interrompu l'histoire,
On doit le dire sans cependant pouvoir rien dire d'autre. Le discours ne peut pas se développer à partir de là. Le parallèle entre Auschwitz et la souffrance d'un enfant peut paraître abrupt, mais il prend tout son sens dans le tournant victimaire que connaît la sensibilité occidentale depuis les années 80. D'ailleurs, en France en particulier, la prise de conscience de la Shoah est beaucoup plus récente que la Shoah elle-même. On peut dire que le documentaire Shoah, d'ailleurs de Claude Lanzmann, qui est paru en 1985, a eu l'effet d'un électrochoc. Et la littérature actuelle est très fortement marquée par un aggiornamento de la réflexion sur ce traumatisme historique qui finalement apparaît de plein droit comme un objet de pensée, un objet de discours contemporain. Dans notre contexte de sacralisation de la victime, la Shoah n'est plus seulement un événement daté et circonstancié, c'est aussi un cadre de saisie du réel qui détermine un mode d'appréhension martyrogène du monde. Et l'ensemble des témoignages de l'expérience concentrationnaire fait office de paradigme imaginaire et discursif pour appréhender toutes les formes de cruauté et de souffrance aujourd'hui. Pour en revenir au récit étudié, cette formule de l'impossible catharsis du scandale, devoir mais ne pas pouvoir dire, est aussi ce qui explique que les auteurs mettent en œuvre ce qu'on pourrait appeler une poétique du ratage. Par un syllogisme un peu particulier, ils ne cherchent pas à triompher de l'indicible, de l'innommable, parce que justement une énonciation trop complète et trop satisfaisante reviendrait à nier le caractère inouï de ce qu'ils cherchent à exprimer. On l'a vu, la thématisation du ratage, elle est présente dans tous les textes, que ce soit dans le « non, c'est pas ça, recommence » des mains gamines, dans l'aveu final d'un petit viol, où les mots ne sont plus d'aucun secours pour le narrateur, ou encore dans le dialogue de viol où Mado n'arrive jamais à nommer la relation de sa fille avec son mari. Ce ratage est aussi présent à la hauteur des œuvres entières, par exemple chez Philippe Forest, qui, 10 ans après l'Enfant éternel, va écrire à propos de ce texte « Je sais bien que j'ai mal dit, mal fait », et va ensuite se mettre à l'écriture de l'essai « Tous les enfants sauf un » pour justement combler ce ratage. Et semblablement, l'œuvre de Chloé Delhomme continue à se développer encore aujourd'hui autour de ce trauma initial, notamment dans le récit « Dans ma maison sous terre », où elle découvre qu'en fait celui qu'elle croyait être son père est finalement pas son père, ce qui bouleverse à la fois son récit intime et donc aussi son écriture. Et même chez Marie Dariussec, le ratage est constitutif de la poétique qu'elle développe de livre en livre. En entretien, elle affirme « Je travaille sur les moments où le langage ne peut plus rendre compte du réel, où le langage cale et se tait sous les clichés, les truismes. Mais écrire, ce n'est pas parler, et le travail de la littérature est justement de proposer des mots là où il n'y en a pas. Michel Léry s'appelait ça « fourbir les mots », décaper le langage, proposer des phrases nouvelles. Mes livres sont tous construits autour d'une rupture, d'un événement qui rend le narrateur silencieux en lui faisant douter du langage. Tout est à redire, à reconstruire, c'est l'aventure d'une voix et c'est sans fin. » En définitive, toutes ces écritures butent continuellement sur l'énonciation de leur objet, et c'est finalement ce mouvement de ressac qui est signifiant à l'égard du monde. Dans chacun de ces textes, les mots, qui sont dépouillés d'une part de leur transitivité, sont incapables à eux seuls de dire l'innommable. C'est seulement par leur agencement et par leur entrechoquement que les auteurs parviennent modestement à tromper un peu l'indicible et l'insensé. Ce que le mot ne peut pas dire, la syntaxe, les tropes, la prosodie sont, eux, en mesure de le signifier. Donc, plus qu'au recours naïf au lexème, c'est donc vraiment aux virtualités du style qui revient de prendre le relais de la signification, qui revient de porter et d'exhiber le stigmate du scandale. C'est ici qu'intervient l'aspect moins déprimant que je vous avais annoncé. Le travail du style, c'est celui de la littérature. Et il me semble que ces textes constituent un plaidoyer assez convaincant pour la valeur de la littérature, une valeur qui se gagne à la condition de montrer que, devant le scandale, elle trébuche mieux. Une telle conclusion revient opportunément à réaffirmer les postulats épistémologiques de la sociocritique. C'est pas un hasard. La littérature et sa critique immédiate sont mutuellement contemporaines. J'entends par là qu'elles affrontent des enjeux semblables et qu'elles cherchent à résoudre des problèmes analogues par les moyens qui leur sont propres. Les écrivains par une mise en œuvre esthétique et les critiques par l'élaboration de nouveaux appareils conceptuels. Considérer, par exemple, comme ça a été le cas aujourd'hui, que la littérature est un ratage productif, c'est une idée qui appartient tout autant à Régine Robin qu'à Marie Dariussec. Et je vais clore mon propos sur des citations de chacune d'elles.
Régine Robin, d'abord, explique ce qui, pour elle, fait la valeur du texte littéraire. Le texte produit un sens nouveau, transforme le sens qu'il croit simplement inscrire, déplace le régime de sens, produit du sens nouveau à l'insu même de son auteur. Tout le non-dit, l'impensé, l'informulé, le refoulé entraîne des dérapages, des ratés, des disjonctions, des contradictions, des blancs à partir duquel un sens nouveau émerge. Et Marie Dariussec, ensuite, s'oppose à ce qu'on fasse de l'indicible une valeur absolue. Dans un entretien, elle explique son malaise devant cette notion et elle s'adresse à l'intervieweuse. Tu as employé le mot indicible, alors qu'il est extrêmement chargé aujourd'hui. Il y a une sorte de croyance en l'indicible qui est liée à la mémoire et à l'histoire désastreuse du XXe siècle. Je pense qu'un des tabous qui pèsent sur la littérature contemporaine, c'est la croyance en l'indicible, en l'existence de l'indicible presque comme une substance, en la croyance que la littérature transgresserait quelque chose à vouloir dire l'indicible. Or, je pense que l'indicible n'existe pas. J'insiste là-dessus. Il y a du non-dit, du non-nommé, mais il peut être nommé, et l'indicible peut être dit. On peut toujours grignoter sur l'indicible, c'est le travail de la littérature, qui n'est finalement pas autre chose, et à qui il faut laisser faire ce travail. Mettre des mots où il n'y en a pas, où il n'y en a pas encore, où il n'y en a plus aussi. L'effet de contemporanéité de ces deux citations, c'est pour moi l'occasion de rappeler une chose qu'on oublie parfois de prendre en compte. La littérature et la langue constituent elles-mêmes des représentations imaginaires dont l'histoire est modelée en grande partie par les apports d'écrivains et de penseurs. L'objet littérature et l'objet discours sont des constructions imaginaires qui s'érigent dans une collaboration entre écrivains et critiques, collaboration souvent beaucoup plus étroite qu'on le soupçonne. Merci.